Donc on fait une série de podcasts sur les agences et c'est vrai que souvent quand on pense agence, on pense idée. Et le job d'une agence, c'est évidemment de créer des exécutions parfaites, mais avant toute chose, quand même, ce qu'on aime bien, c'est de leur demander de la créativité. Et ça veut dire d'apporter une approche qui est innovante à une problématique qui peut paraître simple, voire dans certains cas, et ça arrive, rébarbative. Et il y a des agences françaises et internationales qui ont réussi à faire de ces idées en or leur signature, qui arrivent aussi à les vendre à des prix équivalents, parfois même qui choisissent leurs clients et leur propension à accepter des idées disruptives. Et la question qu'on va se poser, c'est comment on arrive à estimer la qualité et la pertinence d'une idée, comment on fait pour la vendre. Donc dans cette conversation qui est organisée par Team Leader, on va imaginer une banque dont la créativité est la seule monnaie, plus ou moins. Et on va se poser la question de savoir comment estimer la pertinence et la valeur des idées. Et donc avec moi, pour relever ce défi, j'ai Anaïs Guimane Moutsami, qui est la directrice générale en charge des stratégies chez W Company, et Alain Picard, directeur général chez l'agence Apollon. Voilà, et directeur de création. Et, voilà. Et directeur de création. Voilà, enfin, ancien créatif, donc c'est normal. Ancien créatif. Voilà, logique. Voilà, clairement. Peut-être la première question, qui est la plus difficile en réalité, je suis désolé, mais c'est quoi une idée en or, concrètement ? Alors, peut-être pour me lancer, une idée en or, à mon sens, c'est une idée qui résonne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui met en tension à la fois l'imaginaire et le réel. Alors, c'est peut-être un peu violent pour commencer, hein, mais non, j'aime bien ce triptyque que Lacan fait, qui est entre l'imaginaire, le symbolique et le réel. Et en fait, l'idée, c'est ce qui vient faire un trait d'union entre tout ça. C'est ce qui fait qu'à un moment, il y a un bout du réel qui va être perçu d'une certaine manière, qui va résonner dans l'imaginaire des gens et va prendre une valeur toute particulière. Et je trouve qu'une belle idée, c'est une belle idée qui touche du doigt le monde réel, qui l'encapsule et qui le donne à voir d'une manière tout à fait beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est initialement. Donc c'est cette capacité de mise en résonance pour moi. Ok, je vois. Et tu dirais que du coup, à la base d'une bonne idée, il y a un bon insight, c'est ça en fait, c'est ce que j'entends, parce que l'insight, c'est vraiment ce truc... En tant que, là je vais mettre ma casquette de planning stratégique, mais c'est vrai que... à mon sens, une bonne idée, elle naît toujours d'un bon insight. Un bon insight, c'est quoi ? C'est une capacité à regarder de manière un peu oblique la réalité. Donc, c'est de se dire, je vois un certain nombre de problèmes, je vois un certain nombre de situations de consommation, etc. Je vois une réalité, une marque qui a un héritage, un certain nombre de produits qui sont pertinents pour les consommateurs. Et je vais regarder ça avec un regard un peu neuf qui permet de comprendre les choses autrement. Donc c'est cette... d'ailleurs, on parle souvent de la capacité d'avoir l'idée de quelque chose. Enfin, on parle de l'idée comme étant une certaine idée. J'ai une certaine idée de la France, on entend souvent ces expressions-là, etc. C'est toujours en fait une façon de percevoir de manière oblique une réalité donnée. Et je pense que l'insight, c'est ça, sa puissance, c'est que d'un seul coup, il fait voir autrement une réalité, et puis il fait germer d'autres idées, des idées de créatifs. D'accord, avec ça, l'insight est hyper important. Même moi, en tant que au départ rédacteur, j'ai beaucoup travaillé avec les stratèges, parce que je pense que sans bon insight, on n'a pas une bonne pub. Moi, je dirais la publicité en or, c'est déjà celle qui va réussir à toucher le grand public, qui va aussi toucher le client, déjà, parce qu'avant que ça sorte, c'est le client qu'il faut toucher. Et c'est vrai que l'insight, par exemple, je revoyais l'autre jour, je retombais sur une pub de Buzzman où des gens sentaient un melon et on leur disait, bah oui, pour choisir un melon, on le sent, on le sous-pèse, etc. Et puis quand c'est des couches culottes, pourquoi vous... Et on voit des gens qui sont en train de se sentir. Et c'est vrai que c'est des petites choses comme ça où on se dit, ah ouais, tiens, j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est... Et c'est ça un bon insight. Et c'est... Après, quand on a vendu un bon insight, une bonne strat, je pense que pour les créatifs, c'est parfois même trop facile, parce que parfois on se dit, bah oui, mais là, du coup, le film, c'est ça, quoi, vu ce que tu me racontes. Et après, donc pour nous, en tant que créatifs, il faut arriver à trouver le décalage pour quand même, c'est pas oublier la strat, mais arriver à aller un petit peu plus loin, le pousser un petit peu plus loin, le film. Enfin, je parle d'un film parce que je pense que c'est quand même plus... pareil pour des affiches, mais le film permet quand même d'avoir plus de temps pour raconter des choses et d'arriver après à toucher les gens et qu'ils se disent devant leur téloche, ah ouais, putain, j'y avais pas pensé. Et bah là, voilà, je sais pas si c'est
truc en or. Mais en tout cas, c'est un truc où on s'est dit, on a fait peut-être un peu réagir les gens, un peu marrer les gens. Déjà, c'est super, hein, parce que c'est quand même... on rentre chez les gens quand même sans leur demander pouf pouf, même s'il y a des trucs qui bloquent les pubs. Hein. Mais donc déjà, d'arriver à faire ça, c'est bien. Et moi, je dirais que voilà, c'est une idée en or, c'est aussi parfois... c'est la marque qui nous l'amène. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, parce que c'était chez CLM quand j'ai commencé, Steve Jobs disait à... fondateur de l'agence, Philippe Michel, qui était quand même un mec incroyable. Voilà, tout le monde aura 3 ordinateurs à la maison. Et donc ça, c'était sa vision. Mais après, lui, il disait, mais il faudra qu'ils soient beaux. Parce que si on les met chez les gens dans leur salon, il faudra qu'ils soient beaux. Et c'est parfois aussi des clients qui, sans se rendre compte, amènent les choses à l'agence. Et après, c'est à nous de les capter, de les emmener plus loin. Bon, après, effectivement, Apple, c'est quand même un truc qui nous a tous dépassés, bien sûr. Mais voilà, donc pour moi, la belle idée, c'est celle, évidemment, qui va gagner des prix, parce que en tant que créatif, et puis même les agences recherchent ça, pourquoi ? Pour la visibilité, mais aussi qui va toucher le grand public, quoi. C'est vraiment, c'est notre boulot, quoi. C'est pas juste, c'est pour ça que parfois, quand on regarde à Cannes, les prix et tout ça, bon, il y a 10% qu'on a vu, pas plus. Alors après, voilà, il y a les chercheurs de Lyon. Est-ce qu'on fait le même métier ? Moi, maintenant qui monté mon agence, tout à fait. Mais je comprends aussi ce métier de créatif. C'est ça, c'est d'aller chercher toujours une exigence. Et si on n'a pas un bon insight, on ne peut pas arriver à faire un bon truc. Ce qui est marrant, c'est que d'une certaine manière, ce qu'on voit, c'est qu'une bonne idée, c'est toujours quelque chose qui va faire réagir la personne d'après. C'est-à-dire que un bon client qui vient avec une façon avec une certaine vision de son métier, avec une sorte de capacité à projeter. Déjà, il va avoir des équipes qui vont être extrêmement mobilisées et qui vont faire un métier qui sera bien meilleur. Et puis, par ailleurs, il va donner plein d'impulsions à des planeurs stratégiques qui, derrière, vont se saisir de ça et qui vont être en capacité de faire aller un pas plus loin, et ça sera la même chose au niveau des créatifs. Et in fine, quand tu dis quand on fait rire des gens chez eux, ce que ça amène, c'est que en fait ça fait germer aussi une idée, ça fait germer un moment particulier à l'audience, dans l'audience. Ouais, et puis du coup, plus on habituera les gens à voir des choses rigolotes ou intéressantes, et plus ils vont peut-être à nouveau aimer la publicité comme ils ont pu l'aimer dans une époque un peu, faut dire, qui est loin de nous, où tout allait bien, quoi. Mais c'était plus facile sans doute. Comment ça se fait que ça a évolué comme ça, d'ailleurs ? Parce que c'est vrai que la pub, historiquement, ça fait pas juste rire. C'est vraiment, ça génère des émotions. Je pense, il y a plein de films, en particulier Nike. Ils mettent des budgets, colossaux. Mais ils sont hyper forts sur, tu vois, je pense à Nike She Runs ou des campagnes qui sont incroyables. Mais il n'y a pas que Nike. Il y a aussi, je crois que c'est Nike aussi sur les mères de famille, les mères de sportifs pour les JO. C'est P&G. C'était P&G ? Ouais, ah oui, t'as raison. Gamble, P&G, t'as raison. C'était la première grande campagne de Procter & Gamble. C'est vrai. T'as raison. Et quand on voit assez folle. Ouais, quand et c'est pas si vieux. Non, c'est vrai. Mais quand on voit ce film de la fille qui court et qui se met à l'ombre tout le temps avec le réchauffement qui est là et tout, on se dit que c'est assez incroyable. Je ne pense pas que le créatif, quand il a fait ce film, s'est dit ça va dans 20 ans dire quelque chose par rapport à la température qui monte. Mais après, moi, parfois, je me pose la question, j'ai jamais bossé sur Nike, j'ai jamais eu cette chance, j'aurais adoré. Est-ce que Nike, finalement, est-ce qu'ils font faire du sport aux gens ou est-ce qu'ils font vendre des fringues ? Voilà, alors c'est tellement beau, cette marque, après tout, on s'en fout. Mais moi, parfois, je me dis quand même, est-ce que, en vrai, voilà. Alors qu'une marque comme Decathlon, certes, il n'y a pas le même aura créatif, dit, vous allez faire du sport. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des marques comme ça qui sont tellement emblématiques qu'elles pourraient dire n'importe quoi, entre guillemets, quand je dis n'importe quoi, tu m'as compris. Mais si l'esthétique est là, si la signate et le logo est là à la fin, ça marche. Ouais. Tout va bien. Il y a peut-être aussi des natures. C'est là où on voit que les idées, elles sont aussi toujours contextuelles. C'est-à-dire que Nike est né aux États-Unis et aux États-Unis, le fait de prendre une sorte de mission et de la porter dans la société de manière très très frontale, ça semble plus naturel. Oui, tout à fait. En France, on a quand même un peu plus de retenue sur ce type de registre-là. Et c'est vrai que les idées aussi, elles sont... aujourd'hui, elles vivent dans le monde entier, surtout avec des acteurs comme Nike. Elles commencent d'ailleurs même à influencer la culture française, qu'on se le dise. Pour reprendre Decathlon, maintenant, Decathlon parle de faire bouger les lignes. Tout à fait. C'est un registre qui est beaucoup plus proche de Nike. Nike il y a 30 ans, exactement, etc. Ce qu'ils pouvaient faire. Donc je pense qu'en effet, il y a une sorte
sorte de capacité à porter une idée qui est très très haute, sociétale, pour certaines marques, notamment anglo-saxonnes. Et en France, on va être peut-être un peu plus sur la retenue. Ouais, mais vachement plus, je pense. Ouais. Mais la tendance, je trouve, est quand même à essayer de réinscrire une idée haute de chacun des métiers. Et ça peut s'expliquer de plein de manières différentes, hein, mais c'est que, voilà, les marques sont tout à la fois consumer-facing et sont tout à la fois tournées vers leur interne. Et ce que l'on voit, c'est que il y a de plus en plus une difficulté aussi d'attraction de talents. Il y a de plus en plus une nécessité de porter des messages de RSE parce que les enjeux sont ceux que l'on connaît. Donc finalement, plus ça va et plus les messages et les idées qui tournent autour de raison d'être, de mission sociétale, prennent du poids et sont les bienvenus. Donc moi, je trouve qu'il y a eu en effet aussi une sorte de changement qui fait que justement Procter & Gamble se met à prendre la parole et dire nous on propose pas juste des produits à destination des personnes qui gèrent leur foyer, donc souvent des femmes, mais ce que l'on fait c'est qu'on donne plus de temps aux mères, on leur donne la capacité d'utiliser leur super pouvoir qui est celui aussi de l'attention vis-à-vis de leur foyer. Donc ça, tous ces discours-là, je trouve, ils sont de plus en plus présents et prégnants. Ils sont de plus en plus présents, mais du coup, je pense que pour le public, ça va être compliqué parce que comme les marques disent du coup beaucoup la même chose, L'Oréal, enfin toutes les marques par exemple de beauté pour les femmes disent vous avez le droit d'être comme ci, comme ça, Du coup, on ne sait plus si c'est une luxe qui parle ou si c'est machin ou si c'est machin. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est comme tout le monde a voulu faire au même moment du corporate, du RSE, c'est un peu, ça devient un peu compliqué. Moi, je sais que j'ai travaillé chez Havas Paris pendant longtemps, qui était une agence corporate. On était un peu les premiers, quand je suis arrivé dans cette agence, un peu les premiers à le faire. Alors du coup, quand on faisait un film pour EDF ou autre, ils se voyaient. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils se verraient encore parce qu'ils seraient un peu noyés dans des messages comme ça qui sont un peu tous les mêmes. Et ça devient très difficile du coup, je pense, d'être créatif pour faire un film haut parce qu'on se dit ah bah oui, mais ça c'est machin qui le dit déjà. Donc comment on fait là encore? Il faut arriver à parce que l'insight va être sans doute le même que celui du voisin. C'est là, il va falloir qu'on arrive à choper le petit truc, le petit décalage qui fera que on nous remarquera. Tu parlais des prix tout à l'heure. Oui. Et comme tu parlais de Decathlon et de Nike, du coup, je vais rebondir. Pour toi, ou pour vous d'ailleurs, c'est quoi le prix le plus prestigieux? Est-ce que c'est un Lion à Cannes ou est-ce que c'est un EFI? Pour l'efficacité. Le Lion à Cannes, pour le créatif, ça reste emblématique. Ça reste le must et le truc auquel... court après, même si ça a changé avant, un team avec une campagne, ils avaient un lion. Maintenant, le même team avec une campagne, ils ont 10 ou 12 lions, donc ça n'a plus la même valeur non plus. Parce qu'on les met dans tellement de catégories, il y a tellement de catégories, voilà. Mais il n'empêche que ça reste le must. Mais par contre, moi, je sais qu'un prix EFI, ça m'est arrivé, par exemple chez Havas d'en avoir un, j'étais super content de me dire qu'on a fait un truc qui n'était pas facile, parce que c'était pas un sujet facile, et malgré tout, il y a une efficacité. C'est dur, sur ce de... Comment d'où ta première question, comment on fait la première, parce que voilà, on n'en est qu'à la première d'ailleurs. Mais bon, voilà. Comment on donne l'efficacité d'une pub? Je sais que tous les marieurs vous disent on a des choses comme ça qui calculent, etc. Je pense que c'est encore un truc qu'on peut pas vraiment calculer, en fait, l'efficacité. Donc le prix EFI, c'est super quand même parce que ça donne un élan à un client qui va recevoir le prix EFI. C'est plus le client qui est content que l'agence, je pense. Enfin, on est content aussi à l'agence, bien sûr. Mais il est content. Mais c'est super parce qu'il se dit, putain, j'ai eu raison d'aller dans cette agence, j'ai eu raison de leur acheter ce film-là ou cette campagne-là parce que visiblement, elle a fonctionné. Mais après, est-ce qu'on peut être sûr de... En principe, si, quand même, il y a des retours qui sont quand même, je pense... Quantifiable, mais bon, je pense que c'est un peu compliqué. On fait un truc dans étrange le monde idéal, pour moi, c'est le et. C'est un lion et un EFI. On se le dise, c'est ce que l'on vise. Et pour moi aussi, l'autre point, c'est peut-être aussi de se dire quelle catégorie, parce que tu pointais du doigt quelque chose qui est assez juste, qui est de se dire la plupart des idées sont de plus en plus sociétales, de plus en plus corporate, pour lâcher le mot. Comment va-t-on réussir de nouveau à trouver des idées qui font le pas de côté? À mon sens, c'est aussi en faisant des idées qui transforment la marque. Et chez W, pour le coup,
on travaille beaucoup à la fois à des repositionnements qui créent un nouveau récit, mais qui, d'un seul coup, va engager la marque dans un certain nombre d'actions. Donc, qui va l'inviter aussi à se transformer. Se transformer. Ça, c'est intéressant, c'est sûr. Je pense que le registre de la preuve, il est de plus en plus important. Le registre de la preuve, et si on veut être un peu plus aussi précis, le registre de l'expérience. Quelque part, en fait, si on se dit les idées, qu'est-ce que c'est ? À mon sens, si une idée ne correspond pas à l'expérience, c'est un mirage. Faut sortir de la caverne de Platon. Voilà, c'est le moment. Il faut se confronter au réel. Et je trouve que les plus belles idées qu'on apporte, notamment en stratégie, ce sont celles qui, à la fois, font que les créatifs sont super inspirés, mais aussi font que le client va se dire je vais faire mon métier autrement, ou en tout cas je vais mettre ça plus en avant je vais demain. Aller plus loin là-dessus, ouais, tout à fait. Et pour repartir dans le cas qui a été extrêmement plaisant dans ma carrière et que j'estime beaucoup, et dans le client que j'estime aussi énormément, avec Accor, il y a quelques années de ça, on s'est posé la question de comment créer une marque. Et ça, ce sont des moments qui sont assez jubilatoires dans une carrière. Bien sûr. Donc, se poser la question de comment trouver une idée, justement, pour aller séduire de nouveau des jeunes gens qui se détournaient finalement de l'hôtellerie traditionnelle. Et avec eux, on a planché sur quelle pouvait être la proposition de valeur. Et en fait, l'insight que l'on a trouvé, il est tout simple, c'est de se dire qu'on ne se souvient jamais d'une bonne nuit de sommeil. Par contre, et c'est ce que cherchent d'autant plus les jeunes gens, ce dont on se souvient, c'est des rencontres que l'on a faites, ce sont des dîners, ce sont des verres qui ont été changés, c'est du concert qu'on est allé écouter, etc. etc. Les nuits sont plus belles que vos jours. et ça nous a mené en soi à définir en fait un pitch qui était de se dire on va chercher non pas à construire un hôtel, mais à faire un lieu où les gens vont créer des souvenirs. Et donc en fait, ça nous a mené à la création de Joe & Joe. Fondamentalement, ça a mené à plein de choses d'un point de vue créatif, donc à la fois dans la communication, au travers du branding, la création du nom, de la plateforme de marque. Sûr. Mais au-delà de ça, ça a changé aussi tout le design du lieu et la définition de l'expérience dans cet espace-là. Donc, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec un espace de food and beverage énorme. On a fait des murs de bière, on a fait une programmation. Il n'était plus, en fait. Ça donnait un event presque. Ouais, il recrutait même plus les mêmes personnes, fondamentalement. Imagine, C'était plus des personnes qui venaient de l'hôtellerie, c'était des personnes qui étaient inscrites dans la scène locale, culturelle, et qui... disaient pourquoi pas... Exactement. Ouais. Donc en soi, à mon sens, vraiment, il y a cette étape suivante qui est de se dire aussi comment on fait en sorte que nos discours soient plus transformatifs. C'est peut-être ça la clé aussi pour que ça résonne. Je voulais parler aussi des campagnes fantômes, mais parce que quand on parlait des prix, il y en a quand même pas mal. En particulier au Lyon, il y en a 3-4. Il en reste un peu encore, ouais. Pour vous, c'est quoi le rôle, en particulier par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à ça, c'est quoi le rôle du client dans la bonne idée ? C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on parlait de Buzzman tout à l'heure, j'ai eu des discussions pas mal avec Georges sur le sujet, il disait, en fait, pour lui en tout cas, le client est aussi important que l'agence, parce que si le client est réfractaire, en vrai, on n'ira nulle part. Et du coup, j'aimerais bien savoir, de votre point de vue de créatif, avec des positions un peu différentes, c'est quoi le rôle du client ? Déjà, un bon client, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller voir son patron à 19h et lui dire voilà ce qu'a fait l'agence, et je pense que c'est super, que c'est formidable, et c'est là qu'il faut aller. Parce qu'il y en a plein qui, finalement, refus d'obstacles. Oui, mais quand même, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, etc., etc. D'où les agences qui vont à 19h chez le PDG machin de la Défense pour raconter le film, parce que le client, il dit venez, accompagnez-moi. Déjà, un client qui dit venez, accompagnez-moi et tout, c'est qu'il a bossé avec nous pendant un bon moment avant, et qu'il y croit, et qu'il a acheté la strat, il a acheté les trucs, la création, il se dit quand même là, putain, on va peut-être un peu loin, et va. Donc, un bon client, c'est déjà quelqu'un qui croit, qui fait confiance à l'agence, qui part pas tous les 6 mois, qui change pas d'agence tous les 6 mois, parce que ça veut dire qu'il y en a de plus en plus quand même. C'est embêtant. Des clients qui partent avant, il y avait des contrats de 3 ans, maintenant 2 ans, après 1 an. C'est un peu embêtant, parce que ça veut dire qu'une marque, moi, qui ai fait pas mal d'années chez BETC, ce que j'aimais dans cette agence, c'est qu'on prenait une marque et palier par palier, on emmenait plus loin, etc. C'était assez incroyable. C'est franchement une agence française de ce côté-là qui est sans doute la meilleure de ce côté-là. Mais malgré tout, il y a quand même des clients qui, au bout d'un moment, partent parce que trop de pression aussi en interne, quoi. Il faut qu'ils arrivent à gérer ça, et je pense que c'est
c'est pas si facile, hein, parce qu'il y a les résultats. Il y a aussi les mecs qui vendent des bagnoles et il y en a 10 000 sur le parking. Il faut qu'elles partent demain, quoi, avant que les 10 000 autres arrivent. Et là, il va y avoir l'agence en disant faites-moi un film, il faut que tout ça parte, quoi. Bon, après, donc il faut qu'on ait des clients en face qui soient à l'écoute, qui aient confiance, et puis qui aiment la pub quand même un peu, quoi. C'est un minimum, quoi. Et il y en a, ils aiment pas en vrai la pub. Alors c'est compliqué parce que ils y vont comme ça, ils sont ravis de venir à l'agence parce que ça les fait marrer, mais en vrai, après, ils repartent en disant oh là là, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont essayé de me refourguer et tout. Alors, on refourgue pas des choses, quoi. On n'est pas des marchands de tapis et tout, c'est super pensé. Il y a des gens qui bossent du matin au soir. C'est clair. Pour ça, c'est quand même, on met dans des cases au maximum. Moi, je pense que en tant que créatif, parfois, c'est des mathématiques même ce qu'on fait. C'est qu'on a un endroit où on peut aller, il est bordé comme ça, et on passe par des raisonnements qui sont en décalage, presque comme des maths, franchement. Je dis ça alors que je suis rédac, c'est plutôt littéraire au départ. Ouais. Je trouve que il y a de ça, c'est-à-dire que il y a une sorte de mythologie de la bonne idée qui vient d'un seul coup, et puis là tout ce qu'on vient de dire auparavant participe presque de ça. C'est un vrai cheminement. Donc, mais elle coule pas. Non. Mais c'est un vrai cheminement, en soi, il y a un cheminement, c'est-à-dire qu'en effet, on vient circonscrire le bon problème, on vient circonscrire les bons enjeux business, etc. Donc il y a un truc là, il faut pas tout. Donc il y a du fichier Excel, il y a du fichier Excel, il y a un peu de sueur, il y a un peu de prise de tête, etc. Puis on va visiter l'usine, parfois on va voir comment ça marche, etc. C'est un pas bon juste, client, c'est on d'ailleurs... rigole, j'ai pensé à ça, tiens. Non. Un bon client, je pense que d'ailleurs, c'est un client qui a cette capacité à embarquer avec lui, qui a la capacité de pouvoir justement amener les gens au cœur du réacteur et dire voilà les enjeux clés, voilà les visions cibles que moi j'ai, et comment on se dépète de ça, comment on va créer quelque chose qui va transcender cette réalité-là. Donc je pense que vraiment cette capacité d'embarquer, elle est extrêmement importante. Elle fait que petit à petit, justement, on vient circonscrire le bon champ où on va pouvoir trouver une idée percutante et qui va bien fonctionner. Et puis, au-delà de ça, je pense que le bon client, pour revenir sur la question, le bon client, c'est celui qui a la persévérance. Parce que fondamentalement, je pense que c'est un des travers, et du coup, je viens abonder ce point-là, mais un des travers aujourd'hui, c'est que les CMO partent de plus en plus rapidement. C'est vrai, 18 mois. Et donc en 18 mois, qu'est-ce que ça laisse le temps de faire ? Ça laisse le temps de monter sur un sujet, d'être identifié. On a en général le rapport d'étonnement à 100 jours ou 6 mois, ça dépend un peu des entreprises, etc. Mais ça fait que typiquement, on fait faire une compète, on prend des gens, on leur fait faire un premier travail et on part une fois qu'on a réalisé ça. Ouais, c'est ça, parce que déjà la compète, ça va prendre 6 mois. Le temps de faire le film ou autre, c'est encore du temps. Le temps que le client le vende, et puis après le temps que le public le reçoive et qu'il ait le temps de dada. Enfin, c'est pas. Et puis ça se construit pas sur un film, une marque. C'est. Là, j'en reviens à la résonance. J'aime bien faire résonner le mot résonance. Tout à fait. Mais fondamentalement, c'est la même chose, quoi. C'est notre métier. Il ne fonctionne que quand, déjà, on répète, quand les choses sont dites de différentes manières et qu'on les rend toujours intéressantes et qu'on apporte de nouvelles preuves. Et un client, en fait, aussi, il arrive à faire bien résonner sa marque qu'en restant sur le temps long. Et ça, c'est la denrée peut-être la plus rare. Ça, et moi, ce que j'ai observé aussi, c'est des entreprises où le niveau de décision est au bon endroit. Parce qu'en fait, ce à quoi tu faisais référence avec le PDG, pour moi, c'est, tu vois, je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène de l'IPO, Highest Paid Person Opinion, où en fait, la personne qui devrait prendre la décision ne la prend pas, et donc elle monte jusqu'au CEO qui, en fait, lui, n'a aucune idée, où il va te dire, moi, ma femme, elle préfère ça, tu vois. Il n'a pas vu le brief, il n'a rien vu, donc on doit lui demander de juger un truc. Ce point-là, il est. Je pense que ça va aussi avec l'amour du métier, c'est de se dire ça a de l'importance, on va le faire et on va se mouiller. Bien le faire. Donc on va se mouiller en prenant, en osant le décalage, en osant être remarqué. Il y a des marques qui quelque part font des campagnes et on se dit. Presque, ce sont des campagnes qui sont faites pour ne pas être remarquées. Dans le sens où, tout est coché, tout est bien là, mais néanmoins, un peu raboté, qu'est-ce qui reste ? Donc, je pense que c'est, en effet, on parle souvent d'audace dans nos métiers. L'audace, ça passe par oser prendre sa part de responsabilité, oser quelque chose. Et puis, on travaille quelque chose qui est encore plus rare que le temps, c'est peut-être l'attention des gens. Donc, si on veut être
noter dans le bon sens du terme, forcément, il faut faire quelque chose qui prenne un petit peu de risque. Et ça passe en effet avec des gens qui osent prendre des responsabilités. Ou soit des gens qui aiment autant leur métier que nous, on aime le nôtre, à savoir, effectivement, nous, on vit que pour ça. En vrai. Enfin, en tout cas, que pour ça, non. On a une autre vie à côté, bien sûr. Mais quand on est au boulot, on est que sur la recherche d'idées, d'insights, de machin, etc. Et on peut pas s'arrêter. Voilà, encore hier soir, j'allais à un dîner sur mon petit vélo et j'ai eu une idée de signature. Ouais, parce que c'est normal, parce que toute la journée, mon cerveau, c'est ça aussi que j'aime dans ce métier, c'est que mon cerveau, il a bossé toute la journée sans m'en rendre compte, il continue de bosser un peu. Et ça, on a cette chance, on fait un métier qui est super pour ça. C'est pour ça, les jeunes, il faut qu'ils viennent en agence. On fait le plus beau métier, on doit trouver des idées. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers, finalement, où il y a plein de métiers super nobles, mais celui-là, il est quand même particulier parce qu'on nous demande de trouver des idées. Alors effectivement, ces idées, elles sont abîmées, etc. Mais l'idée, c'est vrai, quand on regarde ce qui passe à la télé, on est un peu déçus, nous, en tant que professionnels, quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont des grosses merdes, des grosses bouses, comme on disait pendant longtemps. Et après, mais c'est la petite claque qui va à nous. En plus, quand on voit, on n'est pas du tout jaloux, quand on voit une agence française qui a fait un super beau truc, on est super content, en fait. L'idée, c'est, je pense, la guéguerre entre agences, c'est un peu du pipeau, ça. En vrai, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hors caméra. Je regarde ce que vous faites et parfois, je trouve qu'il y a des trucs vachement bien et je suis ravi de voir que chez W, il y a des bons trucs qui sortent. En fait, on a tous le même, on aime vraiment ce métier pour ça, c'est qu'on est ravi de voir un beau truc, en fait. Ravi de voir une bonne annonce, ravi de voir un truc, on se dit, oh, j'aurais aimé la faire et tout. C'est resté ça. Et moi, je trouve que c'est cette impulsion que toute une agence peut donner à un client aussi. Et alors, il y a un sujet qui peut fâcher éventuellement, c'est celui de l'exécution, parce que tu peux avoir une bonne idée qui soit très mal exécutée, ou l'inverse. Ah ouais. Pour vous, c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est une très bonne exécution ou c'est une très bonne idée ? Alors évidemment, c'est un peu les deux. Hein, mais... Ça dépend des agences, ça aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé... Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, mais je pense... Tu vas peut-être abonder aussi. Je pense voilà, que moi, j'ai commencé chez CLM BBDO où c'était des fonds blancs avec des mots incroyables. En tant que rédacteur, j'ai été là-bas, super pour moi. Et l'ADA, je dis pas que ça n'intéressait pas, mais c'était pas forcément... Voilà. Ça, c'était l'étape 1 de CLM. Après, ça a changé, notre équipe. Et là, avec Anne de Moupou, par exemple, une DA vraiment très forte, DC évidemment. Et elle, l'image pour elle, c'était important. Et là, du coup, ça change un peu. Mais c'est vrai que on peut plus ne pas avoir la belle exé, quoi. C'est que, franchement, la belle idée, si elle n'est pas en plus magnifiée, ça retombe quand même un peu à plat. C'est-à-dire que nous, en tant que publicitaire, on va dire « Oh putain, super malin, vachement bien, quel dommage que... » Et qui plus est, on peut même se dire que, en fait, il y a des agences qui ont développé des pattes en termes d'exécution, avec un certain type de craft, etc. Certaines qui ont misé énormément sur la typographie, d'autres qui ont été plutôt dans l'image extrêmement léchée. À mon sens, et je pense que c'est un peu... alors, chez W, il y a l'attention vraiment à la réalisation. C'est un métier de designer. De typographe, tout ça chez vous. Typographe, donc l'attention est portée à tous les détails. Et je trouve que la force, moi, de l'exécution, c'est de s'adapter vraiment à l'idée. Enfin, c'est un truisme que de le dire, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est de trouver vraiment la bonne formalisation eu égard à l'idée qu'on a envie de porter. Et quand, par exemple, on réfléchit et qu'on dessine la mascotte des JO, qui doit plaire aux enfants du monde entier, et qu'à côté de ça, on va faire une sorte de campagne. Là, je pense à Rock Éclair, pour qui on a fait une campagne sur le monde funéraire, en voulant prendre un ton puissant, portant la dimension sociétale justement de cette entreprise. Forcément, les registres sont complètement différents, et sur le craft et sur l'exécution, on va aller chercher aussi les bons talents en interne, les personnes qui ont finalement cette finesse, cette appétence-là. Et c'est là où le monde de l'agence a quelque chose aussi d'un petit peu magique, c'est qu'elle se fait justement des pattes de chacun et des sensibilités de chacun. Et quand tu disais à la fin de ma journée sur mon vélo, je me dis que j'ai travaillé tout du long parce que justement en fait je me suis nourrie en permanence. C'est ça qui fait la richesse d'une agence, c'est toutes ces personnes qui viennent avec un certain nombre de backgrounds, de sensibilités esthétiques, et qui font que d'un seul coup, l'exécution, on trouve la bonne exécution qui sublime à fond des
des idées qui peuvent être radicalement différentes. Je ne sais pas si vous avez vu les friges, mais elles ont quand même un truc de... Enfin, voilà, c'est pas facile, pas facile parce qu'il fallait mettre du bleu, blanc, rouge, fallait ceci, fallait cela. Donc je pense que j'imagine que ça n'a pas été simple pour vous au démarrage de vous dire bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On n'était pas les seuls à se poser la question. Non, j'imagine, plusieurs. Un certain nombre de studios, de Pixar ou autres qui. Et après, moi, pour rebondir à ça, je pense que voilà, d'où, quand on voit aujourd'hui avec l'IA, il y a une vraie question qu'on se pose tous, Reda, KD, etc., c'est que pour faire une belle image, on allait chercher le super bon photographe qu'on connaissait, ou les bons réals, ou ceci ou cela. Et puis petit à petit, les packshots sont faits en 3D depuis longtemps maintenant, que ce soit de bagnole ou autre. Et si on perd cette magie de... cette image, elle aurait pu être comme ça, mais ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, parce que le photographe, c'est lui et pas lui, parce que la lumière, il l'a fait comme ça et tout. Je pense qu'il faut faire gaffe à ça. C'est très bien si on se dit, pour montrer une maquette au client où il y aura une voiture, un enfant, un chien, bon, si le chien n'a pas 5 pattes et tout, c'est très bien pour faire une maquette, mais si ça devient... même si l'AI va continuer d'évoluer, etc., je pense qu'une lumière... en fait, notre métier est fait d'accidents. Et je pense que sur un shoot, il peut y avoir des accidents. Et c'est celle-là qu'on va retenir avec le photographe, parce qu'il y aura un truc qui se passera. Et je pense que c'est ça aussi que j'aime dans ce métier, c'est qu'on est surpris un peu tout le temps quand même. Par le créatif, par la strat, mais aussi par des accidents comme ça qui viennent de l'extérieur. Ouais. Et c'est ça qui rend le truc humain. Et je pense qu'il faut que ça reste ça. C'est les talents qui font vraiment ce métier. Et c'est ce que cherchent toutes les agences, bien sûr. Hein. Par définition. Comment on fait pour la vendre, cette idée en or, à un client ? Je pense que la bonne façon de faire, à mon sens, c'est d'avoir cheminé déjà avant. C'est-à-dire que on a l'idée comme quoi on prendrait un brief, qu'on partirait dans notre cave pendant je ne sais pas combien de temps et que l'on reviendrait avec l'idée de génie et que d'un seul coup, il y aurait une sorte de eureka. Encore une fois, ça tient un peu du mythe. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, on sent déjà le client, on sent sa capacité à adhérer, à avoir envie d'aller loin. Et puis surtout, on a cheminé avec lui. On en revient à cette idée de... C'est une relation qui se tisse entre l'agence. Dans le processus. Ouais. Et eux-mêmes sont impliqués, eux-mêmes ont cheminé, nous ont invités, ont ouvert certaines portes. Et on s'est engouffré dedans et on est allé le porter un peu plus loin. Mais donc, à mon sens, c'est en ayant cheminé avec le client qu'on peut bien vendre. Ouais. C'est en ayant cheminé avec le client et puis certainement aussi en prenant notre part de responsabilité. C'est-à-dire que je pense aussi, en tant qu'agence, on se retrouve dans la situation où si on dit qu'on veut simplement cocher toutes les cases et qu'il n'y a pas une prise de risque, si on n'assume pas le fait que quelque part, là, on va oser quelque chose en ce sens qui correspond à notre sens au futur du marché, à la culture de la boîte, à un certain zeitgeist, quelque chose qui se passe dans la culture aussi populaire. Si on n'assume pas le fait que c'est pas sans risque, mais que c'est un bon risque bien évalué, on aura des difficultés à derrière avoir un client qui doit lui prendre toute la responsabilité de signer une campagne. Et je pense qu'il y a aussi ce discours de vérité du coup qui doit se faire entre l'agence et le client, qui fait que tout le monde prend sa part de responsabilité, tout le monde est partie prenante de la chose et tout le monde veut faire du beau boulot ensemble. Oui, je suis d'accord avec ça. Le vrai boulot de vérité, il est hyper important. Et d'ailleurs, nous, on est toujours parti du principe que la pub ne devait pas mentir. Elle devrait rendre les choses plus étonnantes, plus belles, etc. Mais on ne doit pas mentir. Et c'est vrai que c'est là aussi ni avec le grand public, ni avec ses clients. On ne doit pas leur mentir. On doit leur dire, voilà où vous êtes, voilà où on peut aller. Si on passe par là, il y a quand même un petit risque. Mais comment nous, on pense que ça va se passer. On doit être aussi, voire plus visionnaire que notre client, de toute façon. Ouais, on doit savoir bien avant comment va être le marché, etc. Les études et autres, c'est du lourd dans les agences. Les pauvres, waouh. Ça bosse, pour réagir aussi à ça, moi, il y a un point qui me semble crucial dans justement la réflexion et le fait de trouver une bonne idée et aussi de bien vendre une idée.
c'est le fait que la data est super importante. Et nous, justement dans les équipes de planning stratégique, on consomme de grandes études, on fait des panels, on sait utiliser toutes ces grandes données. Et au-delà de ça, il y a un point qui est aussi celui de du sensible, c'est-à-dire aller aussi chercher et aller parler à des gens, aller comprendre sur le terrain. Donc, à mon sens, c'est la conjugaison entre cette capacité à bien cerner les enjeux d'une catégorie, à bien comprendre quels sont les gros enjeux, les clientèles qu'on a envie de toucher, etc. Donc, aller comprendre les éléments à un niveau très quanti, mais aussi aller interroger le réel, aller interroger le sensible, aller faire des interviews. Moi, je sais que ce côté, aller poser des questions à des prospects, à des heavy users, à des personnes qui sont autour du sujet et qui le vivent de l'intérieur. Ouais. Je trouve que c'est là aussi où on arrive à, quelque part, rendre ça plus intéressant. Ouais, c'est les moments où on a ces petits eureka moments, et c'est les moments où on arrive aussi à parler à la fois au cerveau droit et gauche de nos clients en se disant il y a de la data, on sait pourquoi on va dans cette direction-là, mais il y a aussi ce petit truc qu'on est allé spotter et qui nous a donné cette idée qui correspond à Yannick, 32 ans, qui nous a fait part de je ne sais quoi. Voilà. Non, mais bien sûr, et on a rebondi là-dessus. Et merci Yannick. Merci Yannick. Et dernier point qui me semble essentiel, et c'est parce qu'en fait en agence on vend du temps. C'est vrai. Comment on valorise une idée en or? Parce qu'en fait, est-ce que vraiment une idée en or elle vaut le même prix qu'une idée médiocre qui répond, tu vois. Écoute, si tu as la réponse, moi je suis preneuse parce que c'est vraiment quand même. C'est vraiment... Moi je pose les questions, c'est l'avantage. Non, mais c'est souvent, je pense que c'est souvent le cas, sauf que si l'idée était en or et que le client l'a vu et qu'il a fait des bons scores, il va rester à l'agence. On en est un peu là maintenant. C'est la fidélité en fait que tu vas valoriser. C'est la fidélité, qu'on valorise. Et parce que en fait, effectivement, c'est en heures, il y a une journée de machin, 3 jours de ceci, 3 jours de cela. Les agences n'avaient plus le choix. De toute façon, elles étaient obligées de faire comme ça parce que sinon, elles s'en sortaient pas. Il faut quand même que l'agence bouffe, quoi. Et parfois même, finalement, l'agence, ça a duré 5 jours, mais elle en a compté que 4 parce qu'elle sait que, bref. Mais effectivement, un mauvais client va mettre le même argent pour une bonne en voyant pas que c'est une bonne idée, en achetant une mauvaise. Parce que finalement, le problème, c'est que faire de la merde, ça prend même plus de temps que faire un truc bien et brillant. Et ça, c'est embêtant. Et ça, c'est embêtant parce qu'en plus, le lendemain, on y retourne, on se dit, oh là, on est encore là-dessus. Et ça va être. Et du coup, en plus, c'est horrible, quoi, parce que. Mais bon, c'est la réalité, c'est que faire de la merde, ça prend plus de temps, Non, mais c'est que dire après ce mot-là? Je pense pas grand-chose, mais en tout cas, le toujours homme, c'est à la fois la grande nécessité de l'agence et c'est en même temps son fardeau. C'est le pharmacone de l'agence. C'est à la fois ce qui la sauve parce que ça permet de nourrir tout le monde, en effet. Et en même temps, c'est ce qui la tue. C'est son poison. C'est ce qui la tue à petit feu. Dans le sens où c'est quelque chose qui mène quelque part à quantifier quelque chose qui est un peu inquantifiable et qui dépend pas simplement de l'agence, en effet, qui dépend d'un certain nombre de parties prenantes qui se mettent autour d'une table, qui se disent allons-y et trouvons une idée brillante et rendons ça beaucoup plus excitant pour tout le monde. Donc, je pense que il y a une sorte de facteur humain là-dedans qui peut pas être intégré sur une grille de prix. Non. Et qui se crée qu'avec le long terme, qu'en connaissant les gens. Oui, parce que si on y allait par là en plus, ça veut dire que quelqu'un de super brillant devrait être facturé plus cher que quelqu'un d'un peu moins brillant dans l'agence. C'est impossible. Et puis parfois, les très bonnes idées, parfois, elles n'arrivent pas toujours de la même personne. Non, rarement même en vrai. Et même des conditions, en fait. C'est fréquemment le bon échange entre les quelques personnes qui fait qu'on se dit c'est ça, c'est le juste mot. C'est là où on où on se dit on est en train d'éclairer sous un nouveau jour la problématique. Bref, c'est... Alors après, les agences font tout pour arriver à s'en sortir en ayant des bons résultats. C'est-à-dire qu'il y a un bon décès, il sait que ce sujet-là, ce team-là va en sortir sans doute un truc super. Celui-là un peu moins parce que c'est pas sa réflexion créative n'est pas la même et tout. Et c'est ça, être un bon patron d'agence. Je pense que c'est savoir donner, déjà que tout le monde ait des trucs intéressants, bien sûr, mais savoir aussi donner à chacun là où on sait qu'il va nous sortir une pépite, ce team-là. Pareil pour un stratège ou autre, ou un commercial. Il y a des commerciaux qui sont super brillants sur des choses et puis un peu moins.
Voilà, Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les agences, il y a des super bons vendeurs, des un peu moins bons, mais qui réfléchissent plus. Il y a tellement de... Il n'y a pas une personne pareille à l'agence. C'est ça, moi, que j'ai toujours aimé. C'est ce côté... il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas un cerveau foutu pareil. Donc, c'est ça qui est super. Mais du coup, je me posais la question en vous écoutant, je me disais, est-ce qu'il y a une dépendance de l'agence à un excellent créa? C'est-à-dire que si tu as un excellent créa ou un team qui te crée des campagnes à succès, à répétition, et que par conséquent, ça te permet d'augmenter ton coût moyen ou de dire, nous, on est une agence, on a machin. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une grosse dépendance qui se crée? On travaille dans le monde des marques, mais les gens deviennent aussi des marques. Bien sûr. On le sait bien, les clients suivent des personnes de confiance, ça peut être des stratèges, ça peut être des patrons, ça peut être des DC. Commerce, ouais. Donc en fait, je pense que clairement, tout le monde a aussi sa réputation sur le marché et c'est finalement, tout le monde a sa marque. Et la marque, c'est un rapport de force, quoi. Donc, dans l'eau, ça fait qu'en effet, les agences peuvent avoir une dépendance à telle ou telle personne et à tel ou tel nom. Voilà, et après, il y a des agences où ils sont tellement nombreux, les créatifs, où ils se disent, bon, on va pas... Il y a des agences, par exemple, où ils emmènent pas tant que ça les créatifs en réunion, pour justement que le client qui sache pas que c'est machin qui a bossé sur son sujet, non pas la star de l'agence, mais peut-être les autres, mais qui sont loin d'être mauvais. C'est pas le problème. Mais du coup, je pense qu'il y a des agences qui font attention à ça, et je pense qu'elles n'ont pas tout à fait tort non plus, parce que sinon, tous les clients, ils veulent bosser avec ce team-là, par exemple. C'est impossible. Un seul team ne peut pas prendre tous les sujets de l'agence. Donc voilà. Donc faut pas non plus... Là encore, c'est de la vérité, quoi. C'est ce qu'on utilisait tout à l'heure. C'est avec son client, il faut vraiment avoir des rapports de... Mais voilà, c'est machin, on a fait ça. Ça peut être, du coup, la personne qui use aussi de sa marque en disant, enfin voilà, j'ai tel team qui a créé quelque chose qui est extraordinaire, je vous le présente, j'avais d'autres pistes. Enfin, c'est aussi la façon de... Donc on prend toujours au moins 3 pistes, alors. Toujours plus. Non, mais toujours, la piste ne t'aime pas trop. Et puis... moi, maintenant, je pense que on fait plus de repoussoir, on fait plus de repoussoir comme ça en fait. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours une préférence, mais dans ce cas-là, on dit, voilà, nous c'est ça qu'on veut faire. On vous présente 3 pistes bien sûr parce que on a toujours travaillé comme ça ensemble, et on dit tout de suite, voilà, notre préférence c'est là. Mais les 2 autres doivent être des bons films parce que s'ils sortent, ils sortent quoi, déjà. Et puis parce qu'on ne peut pas dire aux clients, on croit tellement à ça, on va quand même vous raconter un truc là, mais c'est pas professionnel quoi, là aussi. Donc, l'idée c'est vraiment d'avoir 3 bons trucs quand même. Mais un où on se dit, putain, là, c'est quand même ça qu'il faut faire. Ouais, et là, parfois on le vend celui-là. C'est l'idée. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, merci. Merci à toi. Si je résume, alors je vais essayer de résumer. Wow. Mais, en fait, ce que vous dites, c'est qu'une idée en or, malgré tout, ça part d'un très bon insight. Ça part J'ai l'impression, en tout cas, de ce que vous dites, ça part aussi d'une très bonne connexion entre le commercial, le planning et les créas. C'est-à-dire qu'en fait, si ce fil n'existe pas, ça va pas très bien marcher. Ça parle aussi de l'importance du client, c'est-à-dire sa capacité à prendre des risques, sa capacité à prendre des décisions, sa capacité à vous emmener, à participer à l'idée. Et puis après, il faut la vendre, quoi. Voilà. Et après, pour la vendre, concrètement... Mais ce que tu disais, en fait, c'était intéressant. C'est-à-dire, en fait, tu la vends parce que le client, il a pris part à l'idée lui-même. Ouais. Et donc, en fait, elle est pré-vendue, entre guillemets. Tu l'as intégrée depuis le début, puis tu l'as montré étape par étape. Ouais. C'est un bout de lui en même temps. D'un seul coup, ça met des mots sur quelque chose qu'il avait quelque part en lui. Voilà. Donc, c'est le moment où c'est de la belle maïeutique, quoi. On accouche de quelque chose ensemble. Et la bonne idée, c'est vraiment... ce que tu disais, c'est que ça révèle quelque... Enfin, je sais pas si tu as utilisé ce mot de révéler quelque chose, mais j'ai l'impression que moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un insight, et en fait, c'est un truc qui est un peu en dessous le radar à l'intérieur de ton cerveau, et d'un coup, on te le met en évidence, tu fais, ouais, c'est évident. Et ce truc de... C'est tellement évident, mais c'est tellement... En fait, tu l'aurais pas sorti toi-même. Ouais. C'est ça que je trouve génial, en fait. C'est ça qui est bien quand c'est vrai, quand les gens se disent « Oh, ça alors, ouais, j'avais pas pensé, pouf », c'est toi qu'ils ont remarqué, quoi, c'est clair. Ouais. Ce que j'adore dans l'idée, c'est ce côté un peu schizophrène. C'est, d'un côté, une bonne idée, c'est quelque chose qui regarde... en fait, qui résonne avec le réel, donc qui doit être lié vraiment à l'expérience que les gens ont. Et en même temps, qui la regarde d'une manière tellement oblique
que d'un seul coup, en fait, elle prend aussi une autre épaisseur, une autre aura. Et je trouve que c'est ce côté à la fois de s'écarter de la réalité pour la regarder sous un autre angle qui rend l'idée belle. Parfait. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. C'est à toi. You're welcome, merci à toi.